Bonsoir à tous. Isabelle Daéron, designer. Dans le cadre du format Polyvalence, la DHGP invite des designers à venir parler d'un projet à plusieurs voix. Dès lors, quelles approches souligner en relation avec les enjeux actuels ? L'économie des ressources, les pénuries ou encore l'impact carbone de nos modes de vie sont autant de défis pour le design, invitant à repenser les conditions de production des objets. Dans ce contexte, et en tant que membre de la commission Arts appliqués et Design, j'ai rapidement pensé au travail de Stéphanie Marin. Se déployant à l'échelle de l'objet et de l'espace, son travail articule création et fabrication au sein d'un même atelier. C'est pour moi d'ailleurs une grande singularité qu'il est important de souligner. Pour rappeler quelques éléments biographiques, Stéphanie Marin est une designer française basée à Nice. Dans les années 90, elle développe un projet de recyclage textile industriel entre Amsterdam, Hambourg et Barcelone. Il s'agit d'une ligne de vêtements en matière naturelle et teinture artisanale. Ces vêtements sont conçus et fabriqués dans son atelier à Nice et distribués dans des enseignes de mode à l'étranger. En 2003, elle étend ses recherches au design et à l'habitat avec les coussins galets Livingstones. La même année, l'atelier devient le studio Smarin. Le studio Smarin investit également le champ de l'art contemporain. Il a par exemple développé des projets et expositions avec l'artiste Céleste Boursier-Mougenot pour le pavillon français de la 56e Biennale de Venise ou encore l'installation La Barricade pour la Documenta de Cassel. Studio Smarin est reconnu pour son expertise en éco-conception. Il est par exemple invité en 2021 par le London Design Festival à présenter un dispositif urbain dont le bilan carbone est négatif. Il s'agit en fait d'un mobilier réalisé en chanvre et en chaux biodégradable. À travers des projets de mobilier et de scénographie, l'atelier de Stéphanie Marin aborde des enjeux impliquant le corps, tels que la communication hors langage verbal et les interactions sociales, la thérapeutique ou encore la pédagogie et l'heuristique. Son approche est systémique et toujours axée sur l'attention portée aux matériaux et au process de fabrication. La présentation du projet Écoletopie en sera, je pense, un bel exemple ce soir. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci à la DHGP pour cette invitation. Je suis ravie de modérer cette table ronde autour du travail de Stéphanie Marin, dont j'admire énormément le travail, et très heureuse en fait autour de ce projet Écoletopie, qui est un peu le sujet de cette table ronde, d'avoir avec nous ce soir donc Stéphanie Marin, ici présente, tout en bleu, Hélène Mézel, qui a été commissaire de cette très belle exposition au Centre Pompidou-Metz et qui est historienne de l'art et critique d'art et commissaire d'exposition. Christian Detti, qui est professionnel de l'éducation, enseignant-formateur, acteur en formation des enseignants, et Olivier Zeytoun, attaché de conservation au service design et prospective au Centre Pompidou à Paris. Donc la table ronde de ce soir va porter autour de ce projet L'Art d'apprendre, une école des créateurs qui s'est tenue entre le mois de février et le mois d'août 2022, dont vous avez été, Hélène, la commissaire de cette exposition. Alors, j'aurais voulu, dans un premier temps, pour qu'on puisse un peu comprendre les enjeux de ce projet et comment le travail de Stéphanie Marin s'est inséré au sein de cette exposition, si vous voulez bien avoir la gentillesse de nous rappeler les origines de ce projet, qu'est-ce qui a motivé aussi cette exposition très intéressante sur les pédagogies d'artistes, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bonsoir, donc merci beaucoup pour cette invitation. Pour moi, c'est un grand plaisir d'évoquer ce projet mené avec le studio Smarin, Stéphanie et l'entourage, qui était mon dernier projet d'exposition au Centre Pompidou-Metz et qui était un peu un projet très intense pour l'équipe de la programmation et pour l'équipe des publics. Donc avant vraiment d'évoquer la question de l'invitation qui était centrale à Smarin, j'aimerais un peu vous partager le projet d'exposition et sa genèse. Donc peut-être qu'on peut faire défiler quelques-unes des images. Donc l'Art d'apprendre, une école des créateurs, qui était une exposition de longue durée qui s'est tenue
l'année passée, de février à août, donc il traversait plusieurs périodes de vacances scolaires et de grandes vacances d'été, et dont l'idée a germé vraiment lors d'une exposition précédente sur laquelle on avait travaillé avec Emma Lavigne, dont on était co-commissaire, qui s'appelait Jardin infini de Giverny à l'Amazonie. Donc c'était une exposition sur deux des galeries du Centre Pompidou, et où évidemment on avait croisé d'une part la question du jardin d'enfants, et le jardin d'enfants pensé par Friedrich Froebel, avec cette bascule qui m'avait intriguée, le jardin d'enfants qui était l'endroit où on mettait les enfants au contact de la nature, du végétal, de la croissance, du vivant, mais qui était aussi le lieu où l'on cultivait les enfants. Donc cette question un peu de produire un être éduqué m'avait intriguée évidemment ensuite au regard de plusieurs positions d'artistes qui ont fait de l'éducation une œuvre d'art, comme l'a fait Joseph Beuys de manière héroïque, un peu chamanique. Donc voilà, ces positions m'avaient intriguée. Et dans cette exposition Jardin infini, on avait exposé l'œuvre d'Ito Barada. Et donc Ito Barada qui a collaboré avec Stéphanie pour la mise en place d'un salon géologique dont je vais vous reparler. Mais voilà, donc, par le biais de cette première impulsion Friedrich Froebel, Ito Barada, et bien sûr cette question qui est très actuelle en fait et qui intéresse beaucoup les écoles d'art, les artistes, les commissaires, et qui a fait l'objet de nombreuses expositions avant celle de l'année passée, c'est une certitude, et notamment l'exposition en 2012 au MoMA, d'une exposition consacrée au design et qui allait de 1900 à 2000, il me semble, et qui s'appelait Century of Childs, Growing by Design. Donc voilà, moi, ma spécialité, c'est pas le design, ce sont vraiment les artistes plasticiens, performeurs, la vidéo, la seconde moitié du XXe siècle. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de restreindre l'angle chronologique de l'exposition et d'observer à partir des années 60 la position des artistes, et qui est aussi un moment où l'éducation bascule, l'après-seconde guerre mondiale, avec la prolongation de l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans, le boom démographique, les nouvelles technologies. Donc comment les artistes se sont imprégnés de ces nouvelles problématiques. Évidemment, au début du XXe siècle, les figures de Maria Montessori, Freinet qui traverse tout le XXe siècle, ont aussi beaucoup été observées par les artistes, les écoles d'art, les œuvres des artistes, les commissaires. J'ai un peu restreint l'angle. Par rapport à l'éthique, on va reparler des 8 sections thématiques de l'exposition, mais par rapport à l'éthique globale de l'exposition, l'idée était compliquée d'avoir des œuvres participatives, des œuvres qui puissent être manipulées, qui puissent être éprouvées, avec les limites aussi que ça suppose en termes de conservation, en termes de médiation, d'avoir une scénographie qui favorise au maximum leur emploi. Donc là, on a travaillé avec la jeune scénographe Maude Martineau, en utilisant au maximum la scénographie préexistante qui était la scénographie de Chagall, et en construisant le moins possible. Et toutes les cimaises qui ont été construites l'ont été de manière à être remployées le plus vite possible. Et en fait, ces questions des ressources, évidemment, elle est devenue pressante avec le Covid. C'était sûr, les problèmes d'approvisionnement en bois, en médium, même le papier du catalogue a été en suspense jusqu'à ce qu'on l'ait entre les mains. Donc cette question du remploi des matériaux a concerné toute l'équipe en fait. Et l'équipe de la production s'est dit oui, faisons des cimaises qu'on pourra dévisser, remonter, remployer. Et ça, c'est une préoccupation de longue date en fait au Centre Pompidou-Metz, puisque Hélène Guenin, sur l'exposition Sublime, qui était une exposition thématique sur la question de l'Anthropocène, avait déjà travaillé avec des scénographes qui avaient déjà fait des cimaises durables, remployables. Donc là, on est en train de naviguer, si on peut remonter un petit peu, on est en train de naviguer à travers les thématiques de l'exposition, créer, dire, agiter, programmer, chercher, maintenir. Donc voilà, l'exposition n'était pas chronologique, elle était thématique, elle était scandée par ces sortes de planches dessinées qui étaient aussi une commande pour la signalétique passée à Nayel Zeiter. Donc là, de changer, donc cet artiste qui a écrit l'histoire de France illustrée en 100 planches et qui a tout le temps un ton très immédiat,
qui emprunte à la BD, mais qui aussi emprunte au mind map. Donc c'était l'idée aussi de transformer la place du texte dans l'exposition. Donc la scénographie, la signalétique et des œuvres praticables, c'était un peu les enjeux de l'exposition. L'exposition, elle commence avec des œuvres qui datent de la fin des années 50, d'artistes qui se sont vraiment préoccupés de la pédagogie depuis les écoles d'art, mais aussi de la pédagogie de l'art dans l'école en général. Et comme figure un peu tutélaire qui peut permettre d'introduire l'exposition, il y avait, si on peut remonter à la planche créée, il y avait cet artiste Jeff Geiss, dont on voit ici une boîte de jeux sensoriels qu'il a créée pour sa fille en 1966, donc qui était une grande boîte de 1 mètre par 1 mètre d'objets en bois, en verre, en feutre, en pierre, dans des couleurs primaires. Et donc cet artiste l'a fait pour sa fille à sa naissance. Donc là, on était dans un cadre complètement personnel, autobiographique, mais avec cette idée que la pédagogie peut changer la sensibilité et a un impact réellement sur la société, qui a un impact politique. Et Jeff Geiss disait, en fait, si on mettait dans les mains de chaque enfant un tel objet qui aide à comprendre les relations, les rapports, les encastrements, les poids, les volumes, on pourrait créer une société plus pacifique. Bon, il était complètement utopiste, mais cet artiste a enseigné pendant 30 ans de sa vie les arts plastiques dans une école d'art, dans une école, justement pas une école d'art, dans une école primaire à Ballonne, donc près d'Anvers. Et il enseignait, il était prof d'art plastique pour les jeunes filles de 8 à 16 ans. Donc c'est vraiment son engagement, lui, d'artiste, enseignant dans l'école publique, ce qu'est l'art le plus contemporain. Et donc là, bon, on ne voit pas très bien, je suis désolée, mais ces images d'archives qui sont au-dessus de moi montrent la salle de classe de Jeff Geiss, où cet artiste avait exposé dans l'espace de la classe des œuvres réelles, pas des reproductions, mais des œuvres de Piero Gilardi, des œuvres de Roy Lichtenstein. Il avait organisé à l'échelle de l'école une exposition en empruntant au musée de Gand, il me semble, des œuvres de Daniel Buren, Marcel Brouters, en impliquant toute l'équipe pédagogique. Et on voit ici le tableau noir, il expliquait aux jeunes filles ce qu'était un happening, une performance, une installation, l'art conceptuel. Donc c'était vraiment transmettre les arts visuels, les arts plastiques, du point de vue de l'artiste-chercheur, des formes les plus contemporaines. C'était pas l'art plastique comme une matière, comme un à côté récréatif, peut-être moins important, une matière secondaire que les matières les plus classiques. Et enfin, Jeff Geiss, bon, qui était présent à d'autres endroits de l'exposition, enseignait à ces jeunes filles comment se situer dans le monde. Donc il leur avait fait dessiner sur la cour de récréation une carte du monde. Il y avait une anecdote à ce sujet qui disait qu'il se serait disputé avec le professeur de géographie qui aurait dit « Laisse-moi la géographie, c'est ma matière, occupe-toi des arts plastiques ». Et c'est cette idée que le professeur d'art plastique déborde en fait sur toutes les disciplines. Donc c'est l'idée de l'interdisciplinarité qui va aussi devenir un peu le leitmotiv des années 60 et notamment du mouvement Fluxus qui sera important pour cette exposition. Dernier mot sur Jeff Geiss, je ne parlerai pas de tous les artistes, mais il déploie un peu tout ce qui a compté pour l'exposition. C'est un pédagogue qui partage l'émancipation. Et donc, il avait fait un objet qui était exposé dans sa salle de classe. Tous les jours, en fait, il allait à la bibliothèque du coin et il relevait toutes les questions relatives à la condition féminine. Il n'enseignait que dans une école de filles. Et donc, il avait fait un grand rouleau de papier craft de 6 mètres de long qui listait 150 questions sur la condition féminine, qui partait de l'émancipation des filles, qu'est-ce que c'est, et qui abordait la question de l'égalité salariale, la question des vêtements, la question des tâches domestiques, la question de la maternité, la question de l'avortement, enfin, des questions vraiment très concrètes. Et c'était un objet passif qui était dans sa salle de classe simplement affiché. Et c'était aux filles de venir le voir pour l'interpeller sur telle ou telle question. Donc voilà, la question du féminisme a aussi été abordée dans l'exposition. Donc on peut passer plus vite ensuite sur Dire qui abordait la question du langage, Agiter qui abordait la question de la formation politique et comment les artistes ont sensibilisé au féminisme, mais à d'autres questions coloniales, à d'autres questions d'éducation populaire, des classes ouvrières, comment évidemment autour de mai 68 ça va cristalliser, puis
réémergé dans l'université de Vincennes, dont on voit ici quelques productions sérigraphiques. Ensuite, la question programmée dans la planche suivante, c'était vraiment la question qu'on voulait aborder dans l'exposition des nouveaux médias, comment la vidéo, les réseaux, l'information vont inonder en fait l'enseignement, comment des artistes vont avoir des projets aussi. Par exemple, Nam June Paik va avoir le projet de faire une université dématérialisée par le biais de vidéos interposées. Les étudiants pourraient produire des cours en vidéo et se les échanger, et de même, les enseignants pourraient se filmer ou filmer les philosophes encore vivants et les échanger. Et comment aussi des pédagogues tels que Célestin Freinet ont dit utilisons la télévision pour former les enfants et faisons aussi des enfants des mini-réalisateurs qui puissent eux-mêmes comprendre comment on produit du contenu audiovisuel. Donc programmer, il y avait aussi la question de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle. Et si on avance dans les 2 dernières sections de l'exposition, chercher et maintenir. Chercher, c'était la question de se déplacer, de sortir de l'école, de faire l'école buissonnière, mais aussi de faire un grand tour qui soit un grand tour plus contemporain. Et on sait que Freinet avait initié la classe promenade. C'était cette idée de parler sur le site avec les enfants, de sortir. C'est ce qu'on a voulu faire en fait avec le principe des classes en résidence, d'avoir des classes qui viendraient vivre un moment sur le long terme dans un musée, dans un centre d'art, dans une exposition, au contact d'artistes, au contact des œuvres. Et la dernière partie de l'exposition, maintenir, remettait au centre cette idée de tenir en main un outil. Donc, faisait intervenir des artistes, des designers ou des architectes qui se sont intéressés à cette idée de faire un chantier pédagogique, de travailler avec des enfants, avec des étudiants en architecture et de bâtir ensemble. Et le fait de bâtir devient le projet pédagogique. Maintenir, il y avait aussi cette question finale de l'exposition qui était abordée par différents artistes, c'était de prendre soin, de soutenir, d'entretenir et de maintenir au sens de cette artiste américaine Myrle Laderman Ukeles qui écrit en 69 le manifeste de la maintenance et qui dit que pour qu'un enfant, pour qu'une école, pour qu'une ville se développe, il faut beaucoup de maintenance. Et donc évidemment, elle fait intégrer dans cet art de la maintenance les tâches domestiques, mais aussi toutes les tâches pédagogiques. Donc entre chercher et maintenir, cette idée de faire sortir l'école d'elle-même, et maintenir cette idée de tenir en main un outil, de pratiquer, de soigner et d'entretenir, il y avait cette question qui m'a menée à Stéphanie. Et peut-être que je peux évoquer très rapidement tout ce que ça a impliqué, cette invitation. Oui, voilà, c'est ça. On voulait savoir comment, en fait, s'était passée cette invitation. Pourquoi avoir choisi Stéphanie Marin, même si dans le monde du design, en tout cas en France, il y a assez peu de designers qui s'intéressent aux questions de pédagogie. Donc je pense que votre choix, il était déjà un peu trouvé. Mais voilà, si vous pouvez parler du choix du travail de Stéphanie. Ça a été tout un cheminement, mais qui a dû se faire de manière un petit peu accélérée, parce que en fait, le projet d'exposition s'est lancé juste avant le confinement. Donc on a pu le maturer pendant tout le vrai confinement de mars à juin 2020. Et on a fait toute une espèce d'étude en fait, sur l'histoire de l'aménagement des salles de classe, les plus classiques. Donc là, peut-être si on peut avancer les prochaines diapos. Vraiment, on s'est posé la question de l'histoire de l'aménagement des salles de classe, qui n'était pas notre spécialité initialement. Donc là, l'équipe de la programmation, les personnes avec qui je travaillais, on a fait une revue un peu systématique, on peut encore avancer, pour voir ce qu'étaient les salles de classe les plus traditionnelles, évidemment, qui n'était pas notre objectif, mais de savoir d'où on partait. Donc les 3 lignes, la salle de classe alignée, frontale, focalisée sur le maître, face aux élèves, donc qu'on appelle la salle couloir ou la salle en forme autobus, la forme en U, la forme des tables distribuées en îlots, qui s'apparente aussi à la salle de classe Freinet, les tables en épi, et ce schéma un petit peu déprimant était des schémas qui avaient été pensés justement en période Covid pour qu'il n'y ait pas le moins de face-à-face, pour espacer au plus. Si on avance, ensuite on a consulté le réseau Canopé, l'atelier 57, donc l'atelier
qui est établi à Metz pour voir aussi quelles étaient les recherches en fait, de ce côté-là, puisqu'évidemment il y en a, il y a plein de tentatives développées par les enseignants de manière autonome dans leur classe, mais aussi de développement vraiment de mobilier, et eux travaillent avec ces outils, donc on pourra en rediscuter après, mais d'aménager la salle de classe avec des sortes de lieux qui se nomment un peu des archétypes d'activités liées à des lieux où on travaille seul ou en groupe, où on travaille silencieusement ou en échangeant, où on expérimente, ou alors où bien on parle. Donc, le feu de camp, un lieu autour duquel on se réunit pour échanger, la grotte, qui est plutôt le centre de documentation où on va s'isoler pour consulter, l'oasis, qui est le lieu d'échange informel, que les gens de Canopée 57 nous avaient résumé, c'est la machine à café, c'est l'endroit où il y a de la sociabilité et de l'échange un peu parallèle qui se crée, le labo, le lieu d'expérimentation. Les sources, bon, c'est ce qui s'apparente aussi à une bibliothèque, un lieu de consultation, et la scène, un lieu d'échange, voilà, un lieu de restitution, un lieu qui s'apparente à l'agora, l'amphithéâtre. Donc voilà les recherches qui étaient en cours. Et ensuite, voilà, moi je vous disais, ma spécialité n'était pas le design, et l'exposition ne parle pas exclusivement de questions de design comme avait pu le faire l'exposition du MoMA. On a regardé ce que proposaient des pédagogues comme Célestin Freinet, qui proposait aussi comment recycler du mobilier existant pour en faire d'autres types de mobilier. Donc là, on voit ces schémas qu'ils partageaient justement dans ces revues de l'ICEM. Et ensuite, la slide qui vient, c'était, voilà, je me suis dit, bon, il faut qu'on trouve des œuvres. En fait, il faut qu'on trouve des œuvres qui soient praticables. La problématique des œuvres d'artistes qui s'intéressent à la pédagogie, qui ont parfois un travail très critique, c'est qu'elles produisent, en l'occurrence, là, les images que je montre, elles produisent des œuvres qui sont praticables, mais qui n'ont pas une ergonomie du quotidien, en fait, sur un usage. Et comme on voulait inviter une classe en résidence, l'idée aurait été d'inviter une seule classe sur toute la durée de l'exposition à venir faire l'école chaque jour. Donc, en fait, il faut qu'il y ait quand même une résistance du mobilier. Et ces œuvres, qui sont très belles et qui sont des dispositifs d'assises, qui sont la plupart du temps modulables, ou qui sont parfois impraticables, comme cette table d'Eva Kotatkova, qui montre aussi cette espèce de pyramide de structure un peu compétitive de l'école, elles sont difficilement praticables. Mais restait quand même cet objet magnifique qu'est le salon géologique, donc cette image ici, produite par Smarin et Ito Barada. Donc peut-être que tu peux nous en parler. Alors, ça marche ? Oui, c'est le salon géologique, c'est Ito qui avait envie à la fois d'un outil pédagogique qui parlerait de la terre, en fait, de la région, du territoire, de l'histoire. Et donc, on a dessiné toute une série on a d'abord fait une colonne géostratigraphique, parce que c'est un des éléments récurrents du travail de Ito. Donc cette colonne, elle est faite en tissu et en blocs différents, avec vraiment la reproduction du massif du Rifin. Donc les motifs qui sont utilisés sur les cartes à l'école pour représenter la colonne. Et puis donc cette colonne, elle est dans une boîte, on la voit pas là, mais c'est une caisse qui s'ouvre entièrement, et puis elle devient un salon marocain jouable, dans lequel on peut déplacer tous les éléments et palper en fait les différentes couches géologiques. Elles sont toutes une sensation haptique précise. Donc le grès, dedans c'est des grains de sable, l'autre c'est du latex. Bon, c'est un jeu en fait, c'est un jeu tactile où on comprend vraiment la géologie par le jeu, quoi. Donc Hélène, vous aviez vu cette pièce, vous connaissez cette pièce, et c'est ce qui a motivé votre invitation à Stéphanie dans le cadre de l'exposition. Voilà, c'était ma porte d'entrée en fait, puisque Stéphanie avait déjà collaboré avec artiste plasticienne Ito Barada. Ce salon géologique était magnifique, me semblait
confortable, ludique, modulable et un peu espiègle, comme toute l'œuvre d'Ito Barada, sur la question des normes cartographiques. Et très manipulable, très concret. Et effectivement, après, je me suis plongée en fait dans toutes les productions de ce marin. Et voilà, je me suis dit, c'est absolument une éthique de travail qu'il faut associer à la réflexion du projet. Donc, j'ai soumis à ce moment-là le projet d'exposition pour le partager, en réexpliquant vraiment à Stéphanie cette volonté dans l'exposition, qu'on a tenue du mieux qu'on a pu, mais d'être dans un usage vertueux des matériaux pour la scénographie, d'être dans une approche plus directe pour la signalétique et d'avoir des œuvres praticables. Ensuite, si on... je sais plus ce que... Alors voilà, peut-être là juste on voit le plan de l'exposition. Donc peut-être si vous connaissez le Centre Pompidou, donc il y a 3 galeries superposées qui sont des grands tubes de 80 mètres de long et 12 mètres de large, ouverts par des grandes baies vitrées à chaque extrémité. Et chacune de ces 3 galeries se superpose avec une orientation différente et des points de vue sur la ville, voilà, qui tournent tout autour du bâtiment. Et l'exposition, elle avait lieu dans la galerie 3, qui est la galerie la plus haute, et qui ouvre sur la cathédrale. Donc c'est un peu la vue royale du Centre Pompidou à Metz, comme à Paris, on monte voilà, voir la vue sur Paris. Et l'idée, c'était de réserver pour les enfants, pour ces classes en résidence, l'endroit, le spot, le belvédère, en fait. Et avec un accès privilégié sur l'exposition. Et de garder donc ces 120 mètres carrés. Donc je crois que c'est quand même un peu plus de 2 fois de la salle de classe habituelle de 50 mètres carrés, quand elles font 50 mètres carrés, et d'avoir un espace réservé qui soit ouvert à tous les visiteurs juste sur les temps des week-ends, mais d'avoir un espace réservé dont l'aménagement serait confié sous la forme d'une carte blanche. J'espère que ça a été une carte blanche à Stéphanie. Et avec un partage des interrogations avec elle sur la question des matériaux, la question du numérique, la question des ateliers dans cette salle de classe. Voilà. Donc alors après, je vais juste passer très vite sur la mise en place, mais donc on a contacté évidemment le recteur, l'inspecteur d'académie. Ça a été vraiment une grosse machine à mettre en marche pour contacter 3 classes, puisqu'on nous a dit que ce serait un peu frustrant d'avoir une seule classe en résidence, donc on a contacté 3 classes de CM1, CM2, donc des enfants de 9-10 ans qui sont venus passer 8 journées complètes au Centre Pompidou étalées sur 3 mois. Donc ça veut dire qu'ils venaient une fois par semaine, toutes les semaines, comme la sortie à la piscine, ils venaient passer la journée au Centre Pompidou. Et l'idée, c'était à nous, en fait, de leur fournir leur lieu. Aux professeurs, en lien avec l'équipe du Centre Pompidou, de bâtir un programme qui atterrirait dans la salle de classe, mais avec des allers-retours permanents dans l'exposition, de trouver l'espace de la récréation, de trouver l'espace de la cantine et d'aménager les transports. Toute cette logistique, ce n'est pas l'objet du tout de la discussion aujourd'hui, mais ça a été quand même un vrai investissement de la part de l'équipe des publics et surtout de la part des 3 enseignants qui sont venus et dont on a préparé la venue avec de multiples rendez-vous en amont, des discussions notamment avec Stéphanie aussi. Merci. Alors, Stéphanie, donc ce projet s'appelle Écoletopie. C'est toi qui as créé ce néologisme. Tu as collé école et le mot utopie. Ça s'inscrit en fait, donc on l'a vu avec ce salon géologique de Ito Barada, mais dans le cadre d'autres projets, je pense aussi au Science System que tu avais fait avec Jean Dupuis, au MAMAC à Nice, le projet Inside Matisse que tu as fait à plusieurs reprises, notamment qui a été repris dans le cadre de l'exposition Henri Matisse Roman au Centre Pompidou 2020. Et là, effectivement, c'est une installation de grande ampleur, prend la forme d'une classe, mais d'une classe qui est complètement repensée et revisitée. Et donc, je voulais savoir comment, en tant que, alors moi je mets au féminin, designeuse, tu avais construit cette classe, son organisation, parce qu'il y a des choses que tu as repris, par exemple le projet Playette, où on construit voilà, des étagères avec différents types de matériaux. Mais voilà, comment tu as pensé le choix des matériaux et leur organisation dans cet espace qui t'était imparti? Alors, quand j'ai reçu la demande de Hélène, j'étais super contente et un petit peu inquiète parce que
je trouvais que c'était un projet extraordinaire dans le sens où on allait se permettre d'accueillir l'éducation nationale dans des vraies conditions, ce sont des vraies classes, et de se proposer quand même une expérimentation de la pédagogie, puisqu'on était porté par une exposition sur la vision d'une pédagogie faite par les artistes, et donc on avait cette carte blanche qui était une vraie carte blanche pour le coup. On pouvait essayer des choses qui sont peut-être pas aussi facilement possibles d'amener dans une classe aujourd'hui. Ça va le rendre possible probablement, et c'est ça qui est chouette. La question de la pédagogie en tant que designer, elle est impressionnante aussi parce qu'elle porte en elle le grand quoi, le grand comment on forme une société. Donc elle est riche. Et du coup, avec Hélène, on a beaucoup échangé là-dessus. Je lui ai dit non, mais on va pas juste faire une classe avec des meubles qu'on peut bouger, mettre en îlot, en bus, je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée, quoi. Et du coup, on a beaucoup échangé là-dessus. Il y avait se confronter donc à l'actualité vraiment d'une manière rapide, puisque c'était 1 an pour monter le projet. Et quelles sont les compétences qu'on pourrait attendre pour notre futur en fait, et en quoi les artistes ont déjà planté les graines d'outils qui peuvent développer ces compétences, soit par une pratique artistique, soit par juste une infusion dans un environnement sensible. C'est ce qu'on a essayé de faire, de construire un mobilier, un environnement. Bon, le lieu, l'architecture du centre était déjà assez magique pour ça, mais de construire un appareil mobilier. Un appareil mobilier, pardon. Oh, dommage. Désolée. Un appareil mobilier qui permet d'infuser ce développement sensible. Donc, peut-être voir quelques images pour comprendre un peu comment ça fonctionnait avec ces différents espaces. Voilà. Donc, on s'inquiétait, bien entendu, comme le disait Hélène, des enjeux tels que la transition écologique, la problématique que ça cause, même chez les enfants, en fait, ils en parlent beaucoup. La complexité en fait de l'époque qu'on traverse, avec tous les sujets de la transformation sociale, les nouveaux outils, les potentiels, les dangers de ces outils, notamment l'intelligence artificielle, le numérique. Donc on a parlé du risque cognitif, et pour autant on ne voulait pas éloigner les outils numériques des enfants. C'était pas ça l'idée, c'était vraiment les former à les utiliser comme une forme de langage. Voilà. Donc ça a conduit à plusieurs réponses. Ça, c'est la classe. Alors, il y a les fameuses chaises rebondissantes que tu as faites. Donc, ce ne sont pas des assises comme celles sur lesquelles vous êtes assis ou nous sommes assises. C'est l'idée qu'on a un système de structure élastique qui permet au corps d'être toujours en mouvement. Oui. Donc ça a dû beaucoup plaire effectivement aux enfants. Oui. Ça a beaucoup trampoline. Mais on peut passer les slides, monsieur. Voilà. Donc dans le studio Smarin, on avait déjà quand même dans nos manches quelques outils qui étaient prêts. C'est une de tes marottes. C'est ça. Comme l'assise à rebond. Donc c'est une chaise qui supprime les points de pression et qui permet par son élasticité de rebondir et donc de produire une gestuelle assez expressive. Peut-être des photos vous pouvez passer, voilà. Ouais. Donc on peut passer assez rapidement, voilà. Donc il y avait des activités. La première chose, c'était une prise en main face à une vidéo. On s'exerçait à faire des possibles gestes. Et puis on est arrivé à proposer aux enfants un atelier où ils inventent eux-mêmes des gestuels d'expression. L'idée, c'était non pas de les ficeler
dans la position assise, mais de développer une posture agile. Je ne savais pas si ça allait marcher. Ça aurait pu donner une agitation, une fébrilité. La vérité, c'est qu'on a pris des risques. Et on le savait. Et on avait peur. Mais ça a marché. Hein. Ils étaient vraiment... Hélène, si je peux juste préciser, donc Stéphanie est venue 9 fois. Oui, voilà, tu es venue 3 fois pour chaque classe passer la journée. Donc les enfants ont aussi compris ce que c'est le métier de designeuse, de designer, un studio. Et il y avait des questions, bien sûr, d'usage incroyables. Bon, ils nous ont surpris, et évidemment, ils nous ont fait peur, mais ils nous ont fait rire aussi. Mais il y avait des questions sur l'économie de l'objet, qui était quand même très intéressante, enfin sur le métier, en fait, sur l'économie. Et ça a été récurrent dans toutes les interrogations sur l'exposition. Sur le coût, en fait, des choses, le temps de travail, les prototypes. Donc, en fait, ça a été un interrogatoire assez sérieux. Et c'est juste pour... je t'interromps juste pour dire que Stéphanie était présente, en fait. Elle était vraiment tout le temps là. On était tout le temps avec les enfants sur ces 8 journées, donc c'est 24 journées. Et Stéphanie est venue 3 fois pour chaque classe, présenter un objet, une problématique, un usage. Et c'était leur rencontre aussi à eux spéciale, parce qu'ils ont préparé un interview avec chacun une question, et je crois que tu disais que c'était l'interview la plus poussée que tu aies jamais eue. Oui, c'est vrai, ouais. Ils avaient une question chacun, donc ça faisait 24 questions. Il y en a eu une, je me souviens, c'était combien tu gagnes. Et je trouvais que c'était très juste, en fait, parce qu'ils passaient par... D'abord, ils s'étaient renseignés. Donc, ils avaient un peu l'historique, ils avaient fait Google, mais particulièrement bien. Ils avaient lu entre les lignes. Et ils ont posé des questions très pertinentes, et aussi pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour se projeter dans le monde à venir. Et mais est-ce que ça fonctionnait comme une classe normale, c'est-à-dire de CM1 où de 10h à 11h, tu fais des mathématiques, de 11h à midi, tu fais, je sais pas, de l'histoire, et puis après, il y a la pause repas. Comment vous avez, parce qu'il y a ces moments où on voit bien qu'ils prennent possession, ils construisent eux-mêmes, effectivement, ces espaces, ils sont dans une autre mobilité, mais est-ce que la classe, il y avait une sorte de classe traditionnelle pendant ces journées? Non, l'idée, c'était vraiment de pouvoir pratiquer l'expression orale, la communication, l'écrit, la prise de parole, parfois l'histoire, parfois la géométrie, parfois la géographie, autour des œuvres et autour de la salle de classe, en fait. Et voilà, les choses se sont faites un peu par glissement. Je pense que les enseignants ont pu aborder certaines de leurs matières avec comme objet d'étude l'architecture de Shigeruban, telle ou telle œuvre d'Otobo Genkanga qui parle de l'exploitation des ressources, le mobilier, le corps humain. Et c'est vrai que le mobilier de Stéphanie et les chaises ont aussi permis de faire prendre conscience, les chaises et pas que, aussi les barricades, oui, de faire prendre conscience du corps, de la respiration, de la gravité. Donc il n'y avait pas maths, histoire, français. En fait, il y avait un programme vraiment finement ficelé, de manière très organique, avec chacun des enseignants, avec Stéphanie, avec les œuvres qui pouvaient être pertinentes. On s'est adapté à chacune des classes. D'accord. Et alors, je voudrais vraiment poser... Moi, je voudrais dire... Ah oui, vas-y, bien sûr. Hein. Je voudrais dire que moi, j'avais conçu vraiment l'environnement. Ouais. Donc, je m'étais dit, cet environnement, il peut faire... office de transformation par petites actions, petites pratiques. Donc, il s'agissait de les transmettre. C'est pour ça que je suis venue quelques fois, juste pour donner les clés de ces pratiques. Elles devaient se reproduire en notre absence. Ouais. Et l'idée, c'est ça, c'est que ce soit juste des outils avec des petites habitudes transformatrices, comme celle de... la chaise, elle autorise une posture radicalement différente, une posture d'expression, une posture de langage très visible, mais à la fois silencieux dans le groupe. Donc de construction d'une communication spécifique à chaque classe. Le rituel de la respiration, ou celui de la cohérence cardiaque,
ou bien l'espace de la barricade qui agit comme un fusible, en fait, comme un espace de repli ou bien d'échange informel. Voilà, c'était des outils vraiment à utiliser comme ça par habitude. D'accord. Et puis, l'école se passait. Donc, le programme, qu'il soit artistique ou géographique, se menait de toute façon. C'était ça. Alors, Christian, vous, en tant que pédagogue et qui avez formé et qui formait des enseignants, peut-être assis à de nouvelles méthodes d'apprentissage et de pédagogie, comment, vous connaissez le travail de Stéphanie depuis longtemps, quelle est votre réaction par rapport à ce projet? Et qu'est-ce que peuvent en fait en tirer et les enseignants et les élèves? Alors déjà, ça fait depuis 2017 que je connais Stéphanie et son travail et les échanges que nous avons eus ces dernières années, de longues conversations téléphoniques, très souvent, et l'intérêt qu'il y a parce que ça peut justement changer, transformer, interroger en tout cas les enseignants, les équipes éducatives par rapport à cette mission d'apprentissage. Et je dis bien cette mission d'apprentissage et pas cette mission d'enseignement. C'est pour ça, bien sûr, que l'école française, elle est conçue avec un code, le code de l'éducation. C'est quelque chose, c'est le livre fondamental, on va dire, de l'école de la République, hein, mais il fait 1400 pages. Donc personne ne l'a jamais lu, à part sur un article précis, mais en tout cas, dans le livre premier, l'article premier, il dit quelque chose, il dit que l'élève est au cœur de la machine. On travaille pour lui, et ça, c'est absolument centré. Et ce que l'on peut voir dans les classes, les exemples qui ont été donnés, des classes en autobus, le fait de tout l'historique, je dirais, de la didactique et de la mise en place pédagogique, montre, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et l'approche qui a été donnée, qui m'a été exposée avec Stéphanie, et les échanges que nous avons eus, c'est autre chose. Ça développe un autre rapport entre, je dirais, les objets qui doivent favoriser aussi tout ce contact, hein, c'est très important, hein, se toucher et de faire rentrer, je dirais, l'apprentissage dans une autre dynamique, une autre réflexion, et qui doit amener l'enseignant à réfléchir à sa posture, à ce qu'il fait, ce qu'il met en place et comment est-ce qu'il le met en place. Et donc là, c'était vraiment un plus qui doit favoriser, je dirais, justement cette réflexion. C'est un mouvement dynamique. Oui. C'est un mouvement dynamique. C'est pas parce qu'on met c'est ce qu'on voit beaucoup dans beaucoup d'établissements en ce moment, on met et je l'ai vu, hein, vraiment personnellement, on met des chaises à roulettes parce qu'on doit pouvoir favoriser la rencontre entre un groupe, par pair, s'isoler facilement, et parfois on les retrouve dans une forme autobus. Ça sert à rien de mettre des chaises à roulettes, hein, donc cette nouvelle approche, cette approche de designer aussi, qui est aussi basée sur le beau, sur la réflexion que faisait Stéphanie sur l'argent, je dirais combien tu gagnais et combien ça coûte, c'est aussi la valeur, ça révèle la valeur, combien vous nous donnez une certaine valeur, parce ils vivent dans notre société, hein, capitaliste, on peut critiquer, mais en tout cas ils savent très bien, et si c'est un bel objet, c'est que j'en vaux. Je vaux quelque chose. Et quand les élèves voient une chaise que nous avons même connue il y a très longtemps, qui sont exactement les mêmes, hein, et très dures, très figées, très parfois même attachées à sa table, ils se rendent bien compte que ça, c'est pas une zone, je dirais, d'expression, d'apprentissage, mais c'est une zone de contrainte. Et donc ce rapport qu'ils ont à l'objet et à la situation qui est créée, ça peut changer des choses, ça peut ouvrir, je dirais, et de prendre en compte, enfin ouvrir l'esprit, hein, des sièges qui rebondissent. Si on présentait ça à des parents, si on présentait ça à des classes, ils vont vous dire « Ah non, les élèves, ils doivent être concentrés, au calme. » Et ce que souvent je dis, pour amener des enseignants, des équipes éducatives à réfléchir, c'est moi je préfère qu'ils soient un peu agités physiquement, mais qu'ils soient bien concentrés sur leurs apprentissages, qu'ils aient un focus, et pas l'inverse, qu'ils soient bien figés sur leur chaise, mais dans leur esprit, dans leur tête, ils soient très
en train de rêver à autre chose ou simplement essayer d'accepter la contrainte de l'objet. Stéphanie, tu as eu des retours d'enseignants justement sur ce que ça leur ouvrait comme perspective, ces nouveaux objets en fait? Oui, alors on a observé sur place, on n'a pas fait de bilan post, mais donc il y avait plusieurs groupes d'activités qui étaient proposés. La première, c'était donc la mobilité sur les chaises et puis cette capacité de communiquer par le geste. On a vu que ça se transformait en agilité et non pas en agitation, exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on observait une plus grande concentration sur le sujet où on était réunis à réfléchir, mais avec beaucoup de mobilité physique. Mais ça marchait. Ensuite, il y avait les ateliers de construction de l'environnement. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir passer, où j'essayais de leur apporter la vision élargie de leur environnement. Donc par des... On peut peut-être revenir un peu en arrière. Là, on voit les fiches matériaux que je leur ai présentées pour montrer du paysage à l'objet qui est dans la salle, par où on est passé. Donc ça les a beaucoup intéressés, l'histoire de l'usage de cette matière, ses qualités physiques, son empreinte écologique, mais c'était assez rapide, mais c'était vraiment intéressant pour eux, ils ont accroché avec ça. Ils pouvaient absolument tout construire dans la salle. Tout était un système de blocs à monter, donc en bureau, en table, mais ils ont pu faire des constructions, oui. Ils se sont fait un forum de discussion. Il y a eu la cabane des filles qui était formidable, elle était franchement robuste et solide, et puis la cabane des garçons, non, enfin c'était très drôle. Incroyable. Les filles avaient fait une cabane collective et les garçons avaient fait des îlots. Des petits îlots, voilà. Dans ce cas-là. Bon, je pense qu'à chaque classe, sa spécialité. Mais en tout cas, on voyait qu'on touchait du doigt la nécessité d'agir ensemble et de se confronter à des décisions collectives, des timings collectifs, des projets. Et donc, j'aimerais bien voir ça sur un an, par exemple, pour voir qu'est-ce que ça conduit. On verra. On ne peut pas avoir ce retour-là. Et enfin, il y avait un autre dispositif. Alors là, c'était assez drôle parce qu'on a présenté aux enfants vraiment notre projet de designer, comment on avait reçu cette invitation et qu'est-ce que ça avait éveillé chez nous. Et on leur a pas fait l'économie du langage. Donc, on a posé notre objectif qui était la négantropie. Donc, on a présenté l'entropie qui est la qualité de tout à finir en chaos, d'aller vers un chaos. Et puis, notre volonté dans l'école de travailler à la négantropie. Tous ensemble. Cette idée, en fait, de ne pas être dans le chaos, mais d'être dans une forme d'organisation. D'organisation vivante, vitale, fertile. Et pour nous tous. Et en tant qu'espèce. Donc, on a parlé des problématiques qu'on avait là en ce moment en tant qu'espèce humaine. Donc, ça, je l'ai déjà présenté. Et puis, ce qu'on voulait développer comme super pouvoir pour y arriver. Et donc il y a eu l'intuition et puis l'autotélisme, l'implication dans des activités sans autre but que d'être vraiment à 100% dans ce qu'on fait, sans autre objectif que rentrer comme ça dans cette forme d'être au monde qui est hautement négantropique. Voilà, et ça, on en a fait des jeux, des exercices, et on a essayé. Donc là, on voit l'exercice. J'avais préparé beaucoup de pièces, de formes, de couleurs, dans des matières différentes, des matières qui pouvaient être fragiles, pour qu'on puisse les manipuler, des jeux aussi de formes pour créer des alphabets plus ou moins... formés justement et rentrer dans des
dans des situations d'interaction esthétique où on a des formes de discussion qui passent pas par le langage, justement pour éprouver toutes ces ressentis d'intuitifs, d'émotions qu'on transmet comme ça. Alors le dernier point que je voudrais qu'on aborde, c'est justement, tu as lancé les choses, c'est l'attachement que tu portes aux matériaux, aux formes, au choix des matériaux, c'est-à-dire que tu te poses depuis longtemps des questions sur l'écologie. Déjà, c'est intéressant de voir que tu as travaillé sur le recyclage de vêtements quand tu étais toute jeune, et de voir que cette question, elle ne t'a jamais lâchée. Et donc, cette question du choix du matériau que tu mènes, je la pose aussi à travers les réflexions que mène Olivier Zeytoun à travers tes projets d'exposition, Olivier, en tant que commissaire ou co-commissaire, c'est-à-dire cette réflexion sur le site que vous avez fait avec Marie-Ange Breyer sur la fabrique du vivant, sur comment justement les designers vont se saisir de nouveaux matériaux pour créer du design. Et donc je voulais savoir comment tu voyais justement le travail de Stéphanie, cette réflexion qu'elle mène sur l'écologie, dans une histoire un peu plus globale du design. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, c'est certain qu'on le voit partout, les designers se saisissent des méthodes d'éco-conception. La question, quand on parle d'éco-conception et d'éco-design, c'est de savoir effectivement déjà de quoi on parle, puisqu'en fait, on sait que c'est quelque chose qui recoupe une très très grande pluralité de pratiques, en fait. Et donc, au sein de cette pluralité de pratiques, il y a des choses qui ont émergé. Le dénominateur commun, ça va être évidemment des enjeux de durabilité dans la conception, dans la fabrication, jusque dans l'usage des objets, et aussi évidemment une très très forte dimension sociale, un rapport justement de l'objet à son environnement et à son milieu. Ce qu'on a finalement commencé par voir justement ce soir dans le travail de Stéphanie, avec cette idée d'une interconnexion finalement de tout, du milieu, de l'environnement et du sujet. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de l'éco-conception, c'est de remonter un petit peu à ses racines historiques, disons. C'est quelque chose qui émerge, enfin qui a pris du temps à émerger. Dans les années 70, c'est plutôt dans le sillage en fait d'une conscience écologique évidemment qui émerge, notamment à travers les écrits de Victor Papanek qu'on cite désormais beaucoup. Mais en fait, il va falloir attendre quand même les années 90 pour que les designers s'en saisissent, et donc les designeuses aussi. Et donc Stéphanie Marin fait justement partie, c'est intéressant de voir que c'est dans les années 90, Stéphanie, que tu te saisis de ces questions à un moment où justement, voilà, dans le design, un certain nombre de designers, comme par exemple Nathalie Crassé en France avec la série Digestion, ou certains designers à l'international, comme par exemple Drogue Design, vont poser la question du recyclage avant tout, en fait. Et donc chez Drogue Design, il y a cette dimension extrêmement critique et très ironique qui émerge dans les années 90 et qui est une manière de poser en fait tout simplement de manière critique la question de cette production effrénée des objets de cette société consumériste. Et donc ils vont avec ironie, en étant très irrévérencieux, ils vont intégrer les rebuts, les déchets au sein même de l'objet et transformer en fait le statut de l'objet. Et alors aujourd'hui, à travers peut-être au-delà justement des effets d'annonce, peut-être un peu du marché, on peut regarder ce que les designers et designeuses contemporains, ce sur quoi ils se penchent aujourd'hui. Et effectivement, la question des matériaux est centrale. En fait, la question du recyclage des matériaux et de l'utilisation des productions locales, ça va être quelque chose d'absolument déterminant qu'on retrouve évidemment aussi dans la pratique de Stéphanie, qui était présent dès le départ. Et c'est en fait finalement une manière pour les designers de se réapproprier toute la chaîne de production et de devenir à nouveau prescripteur dès le départ de ce qui est produit. C'est-à-dire que la matière va venir en fait influer, va venir donner forme littéralement en fait à l'esthétique du projet et à son but en fait. C'est vraiment quelque chose qui est présent sur toute la chaîne. Et par exemple chez certains designers français ou étrangers contemporains qu'on pourrait citer comme par exemple Samy Rio qui va utiliser le bambou, Fernando Lapos qui va utiliser l'écosse de maïs, ou alors par exemple Pauline Esparon qui se réapproprie la fibre de lin. C'est toute une génération de designers et de designeuses qui en fait
se réapproprient des techniques vernaculaires, des matériaux qui ont été oubliés ou qui en tout cas ont été exclus d'une histoire standardisée, d'une histoire industrielle standardisée. Et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement présent dans ta démarche, Stéphanie, à travers cette question justement des différentes typologies de matériaux que tu as exploités et que tu as justement montré et rendu accessibles aux enfants, il me semble. Oui, parce que tu as utilisé certains bois, certains lièges, les cotons, c'est pas n'importe quel coton, c'est des cotons Oui. bio, donc tu es très attentive à tout ça. Oui, mais pour moi, oui, bien sûr, c'est juste mon vocabulaire, enfin, c'est ma base, mais c'est pas une finalité en soi pour moi, puisque c'est quelque chose, pour le coup, que j'ai vraiment digéré, parce que, en tant que designer, je pense que la responsabilité sur les matériaux, c'est juste un des critères de respect qu'on doit aux gens et qu'on doit à notre métier. En fait, on est responsable de ce qu'on produit, de ce qu'on fabrique. Idéalement, peut-être aujourd'hui même, on arrêterait de dessiner et de produire. Donc, ou pas, parce qu'on a besoin de désirer, on a besoin de nouveautés, on a aussi besoin de se projeter, de s'inventer. Donc, je vais pas arrêter tout de suite. Mais des fois, je me demande, parce que si on veut aller au bout de cette démarche, c'est global, quoi. C'est pas juste les matériaux. On parle beaucoup des matériaux, mais en fait, c'est tellement complexe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de designers qui maîtrisent pas la question des matériaux parce que on est lié à un système de production pour exister en tant que designer, et donc on va faire des choix absurdes. On va utiliser du papier recyclé avec du plastique, et puis on va dire c'est bio, enfin, mais c'est n'importe quoi. Donc ça implique en fait une démarche qui est humble, qui est un peu cachée parfois, parce que dans les années 90, moi quand j'avais une production en teinture artisanale, c'était un peu honteux. Ça faisait vieux baba cool, il fallait exister par d'autres moyens qui sont les moyens du grand capital pour pouvoir continuer nos recherches, continuer à être comme on est dans cette démarche des enfants de Papanec, en fait. Et du coup, Vous me ça brûlez donne... mon Papanec. On te le brûle. Non, on te le brûle pas. On te le brûle pas. Et du coup, pour moi, en fait, le recyclage, c'était une manière de faire du projet total. Donc le projet de production était aussi important comme projet que chacun des projets. Donc on est une société et on fabrique ce qu'on fait, parce que sinon on n'aurait pas pu faire ces choix de matériaux à ces époques-là, personne ne nous aurait suivis. Et aujourd'hui, ça forme la proposition d'un catalogue qui est finalement assez cohérent, mais ça c'est une chance, mais qui fait le reflet de nos différentes recherches. Et finalement, ce qui est justement très intéressant dans ce que tu dis, et là où tu mets exactement le doigt sur ce qui me semble pertinent et intéressant dans l'éco-design aujourd'hui, c'est justement ne pas le réduire à une question simplement de recyclage des matériaux, même si c'est fondamental et que c'est le point de départ, mais c'est vraiment de penser comment c'est des critères en fait nouveaux qui viennent s'intégrer dans la démarche des designers et des designeuses, et d'une refonte en fait des relations aux objets. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'une relation émotionnelle aux objets, d'une relation symbolique, d'un espace qui est, voilà, tu utilises très souvent des termes de paysage oui. Domestique. C'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans l'histoire du design. Sotsa, ça parlait de paysages domestiques qui se mettent en mouvement à l'image du paysage naturel. Mais il y a toute cette observation de la nature et du vivant qui a toujours été présente dans une histoire du design organique jusqu'au design d'aujourd'hui, jusqu'à l'éco-design, et qui suppose vraiment en fait de repenser de manière globale cette alternative en fait à un système de production consumériste, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va encore plus loin, et si je peux me permettre de continuer de brûler Papanec, comme tu le disais, c'était l'intuition formidable qu'avait eu Papanec en fait en 70, en revendiquant vraiment cette idée-là, ou ensuite Ezio Manzini, dans les années 90, qui pense un environnement artificiel et qui justement rappelle qu'en fait le design écologique sera en fait
un nouveau critère d'évaluation totale dans le projet et dans la démarche des designers. Mais je pense, pour rebondir aussi sur ce que disait Christian tout à l'heure et ce que tu as évoqué, Stéphanie, c'est-à-dire qu'il y avait la question dans Écoletopie de la réussite, de la beauté, c'est-à-dire comment amener ces choses-là, ces éléments positifs dans la pédagogie. Et les élèves ont dû forcément ressentir et la beauté des matériaux et la beauté des couleurs et cette idée de ne pas être assis sur une chaise qu'on a l'habitude d'avoir et on a tous eu dans les chaises, voilà, dans les classes qu'on a traversées. C'est-à-dire que c'est forcément quelque chose qu'ils ont ressenti, qu'ils ont vécu. Oui, ça, ils m'ont parlé du prix de la chaise, quoi. Ah oui, ouais, la qualité des questions objets financières. Ouais, tu vois bien qu'elle est mieux que celle de Auchan, il disait. Tu vois bien. Mais il y a eu aussi elle dure plus longtemps. Il y a eu une évolution au début. Voilà, ils étaient impressionnés du prix, et après ils ont compris le temps de travail, ils ont compris l'inclinaison, la résistance de l'élastique, en fait, à l'usage sur la durée. Par l'expérience, en fait, à la fin, moi j'en ai entendu plusieurs dire ouais, ça les vaut, hein, franchement. Non mais et après, par rapport aux couleurs et à la beauté, ça c'est super intéressant. En fait, c'est de pas faire l'économie de la beauté pour des matériaux résistants. Tous ces objets que tu as créés, les jeux, en liège ou en terre cuite, dans une gamme de couleurs où quasiment aucune couleur se répétait. En fait, c'était presque... on avait l'illusion que les couleurs se répétaient, mais c'était quasiment tous des objets uniques. Donc, ces petits ronds au cercle, rectangles de liège colorés. Les enfants, au fur et à mesure, donc il y avait des jeux de manipulation ou des choses sans instruction, en fait, et ils ont pris l'habitude négantropique de ranger et d'ordonner, et à la fin, en fait, de chaque journée, il y avait ce plaisir de restituer la classe comme il l'avait trouvé le matin, et de tenter de faire des nuanciers infinis de couleurs, et là, tu les voyais s'absorber dans des temps d'observation, de manipulation et de ralentissement, et ce que tu avais dit qui était très beau au fur et à mesure du projet, c'était par rapport à cette idée de la création, que l'objectif, s'il y avait une réussite, c'était pas de produire ni de créer quelque chose, mais plutôt d'affiner sa sensibilité et un moment un peu de soin et de ralentissement dans la manipulation et de manipulation des intéressés. Et ça, je trouve que ça a été réussi parce que il y a eu ce sérieux en fait et ce goût de remettre en place et de décider de comment on remet en place et quelle organisation on va faire. Ouais. C'est vrai qu'on leur avait parlé de la grande inutilité aussi. On leur avait ouvert le sujet de se poser la question de est-ce qu'il faut absolument produire justement ? Est-ce que vous aurez encore une nécessité de faire œuvre, de figer des choses, ou bien juste de les laisser advenir et rester en mouvement. Voilà, c'est ça en fait. Et ça marchait, ça. Christian, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur ces approches des couleurs, des matériaux ? Oui, parce qu'il y a une notion qui est très importante et qui était dans les objets, c'est ce que ça apporte à n'importe qui, mais à des élèves ici, c'est qu'ils sentais bien donc la valeur qu'on leur donnait, mais ça favorisait aussi leur bien-être, qui est un nuancier apaisant, tout le travail sur la respiration, et donc on sait, alors là, basé quand même maintenant sur des recherches, je dirais, universitaires et scientifiques, hein, c'est que quand on est bien, on se sent en confiance, on apprend mieux, on produit mieux, c'est-à-dire on intègre mieux toute cette notion-là. Et ça, c'est quelque chose de très important qui n'a pas toujours été le cas, surtout pas dans l'école française, hein, mais qui a été pris en compte depuis vraiment assez longtemps, je dirais, dans d'autres écoles européennes et dans le monde. Néanmoins, il faut se rendre compte que l'école française, de par sa violence, hein, on discutait de ça, je dirais, la production, la réflexion sur l'école par Michel Foucault il y a plus de 60 ans maintenant, elle est toujours vraie. Cette violence-là, elle existe, elle est très marquée, elle n'est pas toujours présente, hein.
Et on voit bien comment ça se passe. Mais en tout cas, elle fonctionne aussi, parce qu'on a d'excellents mathématiciens en France. On est capable de produire ça. On est capable de faire ça. Polytechnique a été conçu pour fabriquer des artilleurs. Hein. C'était compliqué, voilà, il faut fabriquer des artilleurs, mais il faut des excellents mathématiciens. Bien. Ça, c'est pour faire la guerre. On n'est pas obligé de faire la guerre non plus. On peut avoir aussi un autre projet politique, je dirais foncièrement de la République, et que maintenant on voit quand même toute cette l'importance que ça prend sur le bien-être de tout le monde. Et le ministère de l'Éducation nationale l'affiche dans sa lettre de rentrée du mois de septembre 2022, la met sur ses sites. Prenez en compte le bien-être, alors pas simplement des élèves, mais aussi, je dirais, des enseignants ou de toute la communauté éducative, avec parfois, bien sûr, la réalité qui vient choquer ça, parce qu'on essaie de mettre en place une grande attention, je dirais, aux élèves, aux enseignants et ce genre de choses. Puis parfois, il y a des accidents qui arrivent, donc ils peuvent arriver. Mais en tout cas, il ne faut pas baisser les bras là-dessus. Et de l'importance que ça peut donner et ce que ça peut changer en tant qu'enseignant, quand on crée ce climat de confiance pour favoriser les apprentissages, pas simplement pour qu'ils soient bien et heureux et un espace convivial et confortable. C'est autre chose aussi, c'est pour favoriser l'intégration des apprentissages. Et donc les productions et la qualité des produits mis en avant montrent ça, et ça les élèves le sentent très bien. Et plus les élèves sont, je dirais, on va dire en confrontation avec l'institution, avec sa violence, le refus d'apprendre, parce que les très bons élèves, ils savent les sacrifices qu'il faut faire, les contraintes, ils les intègrent mentalement, ils savent ce qu'il faut faire. Et les autres, ils sont pas dans cette réussite-là, donc ils sont plus sensibles à ça. Et là, quand ils arrivent à prendre conscience qu'on s'intéresse à eux et qu'on s'intéresse à leur bien-être, à leur personnalité et à leur être, je dirais, ils arrivent à rentrer dans une autre démarche. Et c'est à l'enseignant, justement, de mettre en place des activités pour, OK, maintenant que tu te sens bien, que tu te sens en confiance, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir grandir. On n'est plus dans la fabrication, on est plutôt dans la culture et dans le développement. On parlait du jardin au début, et c'était exactement ça. Alors, avant de vous donner la parole, si vous avez des questions, ce que nous espérons, je voudrais donc terminer sur Victor Papanek, qui a été évoqué plusieurs fois au cours de cette soirée, qui est, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un grand théoricien d'origine autrichienne qui a vécu aux États-Unis, qui a notamment enseigné dans cette école magnifique qui est CalArts à Los Angeles, qui a formé des artistes merveilleux de la scène américaine. Et il écrit un livre qui a été traduit récemment en français aux presses du réel, qui s'appelle Design pour un monde réel, et dont l'édition a été assurée par notre collègue et ami Emmanuel Queens. Et c'est une question que je pose peut-être plus à Olivier et Stéphanie, mais Hélène, vous êtes aussi invités évidemment à répondre, Christian, mais je pense que ça s'adresse quand même plus à Olivier et Stéphanie. Donc il écrit, c'est à la fois l'ère du plastique, et puis en même temps c'est aussi des consciences écologiques, et il est incroyablement visionnaire. Le design, s'il veut assumer ses responsabilités écologiques et sociales, doit être révolutionnaire et radical. Alors peut-être si tous les deux vous voulez juste dire comment vous envisagez les choses, toi d'un point de vue théorique, Olivier, et de commissaire d'exposition, et Stéphanie, toi, parce que ces deux notions, on les retrouve dans Écoletopie, la notion du social et la notion de l'écologie. Et ça nous permet de clore notre débat. Moi, j'ai découvert grâce à Hélène Paolo Frère. Et j'ai adoré sa manière de dire, en fait, ce que moi je ressens, mais peut-être qu'on se trompe, Paolo et moi. Mais en tout cas, on pense qu'on va réussir une transformation, non pas par une révolution violente, mais par une pratique transformatrice, lente, minutieuse, humble. Et c'est en ça que moi je m'inscris en tant que designer, en fait, et que l'équipe Smarin œuvre tous les jours dans l'atelier à Nice.
On est sur tous les fronts, on a l'impression, et à la fois on est face à des problèmes tellement complexes qui nous dépassent à un point qu'on n'imagine même pas. Voilà. Mais en effet, on essaie de ne pas faire trop de concessions, d'être dans une indépendance. On a cette chance d'avoir su créer notre modèle économique qui est assez atypique et qui nous permet depuis longtemps en fait, d'expérimenter des questions qui sont assez engagées. Hein. Sur même le principe de location, en fait, on fait des expos, on loue les environnements pour les récupérer, et donc c'est comme ça que rien ne se jette, et puis on a de la qualité, oui, parce qu'on n'a pas des scénographies jetables ou recyclables. C'est pas juste ça en fait le projet, c'est d'avoir vraiment des environnements qui ont une qualité de conception, un temps de maturité qui permettent ensuite de continuer d'exister, de s'adapter, de se transformer dans d'autres contextes et d'explorer comme ça des formes qui sont plutôt des moyennes ou longues durées que du court terme. Voilà. Oui, c'est exactement ce dont Papanek a parlé en fait dès 71, c'est de cette responsabilité des designers, et pourquoi il a tout de suite invoqué la question d'une responsabilité et de la faire porter aux designers, c'est parce qu'il parlait tout simplement de cette question de concevoir pour un monde qui est au pied du mur en fait. C'était déjà ce qui était dit en 71, et en fait l'approche que Papanek avait donnée par rapport à tout ça, c'était vraiment une approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire, avec cette idée vraiment de croiser en fait énormément de disciplines qui viendraient totalement renouveler, comme on le disait tout à l'heure, la pratique du design des designers et des designeuses. Et d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, il y a un exemple qui est extrêmement intéressant, qui est justement lié aussi à la pédagogie d'une certaine manière. Il commence à parler d'un projet qu'il a réalisé en fait en 68 et en 69 en Scandinavie, donc dans une île qui était pas loin, enfin en Suède, puis ensuite à Oslo en 69. Et donc c'était un projet qui était destiné à créer du mobilier et un espace pour des enfants atteints de paralysie partielle. Et la commande était justement de créer un environnement qui soit modulable. Donc il a travaillé avec ses étudiants, et d'ailleurs Design pour un monde réel est dédié aux étudiants au début du bouquin. Il a travaillé avec ses étudiants au sein d'équipes pluridisciplinaires pour travailler sur justement un environnement qui serait pliable et modulable pour les enfants. Et en fait, il donne à partir de cet exemple les résultats très concrets en fait de cette démarche qu'il a essayé de démontrer pendant tout l'ouvrage. Et parmi celles-ci, en fait, les premières qu'il donne, c'est que tout simplement, ça a permis aux étudiants de se rendre compte de ce que pouvait le design à travers des formes de collaboration et d'appropriation collective, de la création, mais aussi de la production très matérielle, et à la fois aussi de revaloriser des populations qui étaient parfois laissées pour compte et qui étaient hors de certains champs de vue de la société. Donc il y a vraiment, en fait, c'est d'ailleurs aussi le sous-titre tout simplement de l'ouvrage, c'est Design pour un monde réel, écologie humaine et changement social. C'était là la révolution aussi radicale que réclamait Papanek et qui fait aujourd'hui qu'on doit, qui justifie en fait cette conception globale qu'il faut avoir, enfin, qu'on peut avoir. Merci. Je crois que le public a très envie de poser des questions. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, tous les quatre, Hélène, non, on va s'arrêter là. Et si vous avez des questions, voilà. Ils sont à votre écoute. Merci. Moi, je suis retournée par votre présentation parce que je suis psychanalyste pour enfants et artiste, mais que le corps, je le mets pas. Il est tellement présent dans votre travail. J'aurais plein de choses, plein de questions à vous poser, mais je me dis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vois souvent venir, j'allais dire mon atelier, non, mon cabinet, des enfants qui sont envoyés par l'école. Par les maîtresses, et je me dis là il y a une piste immense dans ce que vous faites, extraordinaire, parce que c'est pas nécessairement c'est des enfants qui viennent parce qu'ils ont envie de pouvoir installer leur corps à l'école et qu'il n'y a pas la place à ça, et que les maîtresses sont à juste titre démunies. Probablement qu'elles aussi, elles sont dans des espaces qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles n'arrivent pas à penser. Et toutes ces problématiques du corps,
qui se passe à l'école, je pense vous ouvrez, je pense sincèrement, un monde. Alors après, je crois beaucoup en la multidisciplinarité, et justement, c'est peut-être à penser à tous ensemble, mais un monde sur ces problématiques-là, du corps de l'enfant, du corps à l'école, et parce que le cabinet de l'analyste, c'est pas toujours le meilleur endroit, justement, pour que le corps puisse se lier et s'exprimer. Alors, il s'y passe plein d'autres choses extraordinaires, mais parfois, nous aussi, on est limité. Alors, on travaille avec des psychomotriciens. Mais je pense que sur le lieu même de l'école, il y a déjà tellement à faire. Et juste pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion, enfant, quand j'avais 8 ans, d'être 2 semaines dans une école américaine, qui était un peu... je pense que c'était pas l'école publique, voilà. Mais il y avait des cabanes, il y avait on commençait tous les jours en étant sur des planches à roulettes pour faire du basket parce qu'il y avait des enfants dans la classe qui avaient une mobilité réduite, et du coup, puis on était avec... Enfin, mais c'était ces 2 semaines dans ma vie qui sont comme une parenthèse et en même temps qui ont probablement changé d'une certaine façon mon rapport à l'école, et voilà. Mais c'était toute cette question du corps, et c'est sûr ce que vous disiez sur la violence de l'école en France. Enfin, je suis revenue en France, ça a été un immense choc de retourner dans ce qui ressemblait un peu à une prison, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, par rapport à ça, c'était la question du standard aussi, où je me disais, on n'a pas de standard, ça n'existe pas en fait pour le corps, la norme. On essaye d'en avoir une, mais on n'en a pas. En vrai, elle n'existe pas. Et moi, je travaille avec ça. Je voudrais que l'objet, il s'adapte en fait à son usager et pas l'inverse. On va pas s'adapter aux choses qu'on a produites nous-mêmes. Enfin. Donc voilà. Juste pour ajouter juste un mot en tout cas, c'est que dans l'école française, elle n'est pas toujours que violente et tout comme ça. Il y a quand même aussi, surtout en ce moment depuis quelques années, je dirais, cette prise de conscience du corps, de s'intéresser foncièrement à ce qui se passe, à l'environnement classe, le temps classe, l'espace classe, la géographie. Et en ce moment, on voit beaucoup d'expérimentation, de classes dehors, beaucoup de réflexion et de formation. Et on voit actuellement donc un projet national sur notre école Faisons-la ensemble, par le ministère de l'Éducation nationale, par la présidence de la République, qui a mis de l'argent sur la table. Alors bien sûr, on peut le lire comme un objet politique. Néanmoins, ce qui offre la possibilité à toutes les écoles d'imaginer une autre école. Et donc aussi de prendre en compte, et ce qu'on voit à travers les projets, c'est l'aménagement des cours d'école, l'aménagement de la classe et tout ça. Donc on commence quand même à se rendre compte que un enfant, un être humain, il n'a pas à être contraint dans une boîte, il ne doit pas s'adapter, c'est qu'on doit s'adapter à lui pour pouvoir favoriser ses apprentissages et le projet politique de l'école française. Donc il y a quand même de l'espoir, quand même. On est en train de se rendre compte de ça, même s'il y a eu un certain décalage avec d'autres approches dans d'autres pays, surtout on parle beaucoup des écoles scandinaves, mais aussi de d'autres, ce qui se passe. Souvent j'attire l'attention, regardez ce qui se passe au Portugal en ce moment, c'est vraiment très intéressant, ou même en Afrique. Oui, donc moi je fais de la médiation culturelle, donc le corps dans l'espace institution, donc le musée aussi. Et c'est vrai qu'il y a des espaces, vous parlez de l'espace Pompidou, j'emmène régulièrement mon neveu de 5 ans dans l'espace de jeu qui est revu à chaque fois, à chaque thématique, où il est extrêmement libre, donc c'est très agréable pour lui et il y va avec répétition. Donc je suis très contente de découvrir aussi tout votre travail. C'est vrai que le corps est vraiment, le corps et l'esprit finalement fonctionnent bien ensemble. J'avais juste une question, j'ai pas compris moi la temporalité qu'ont bénéficié les enfants en fait. Combien de temps, j'ai compris la temporalité de l'exposition, mais combien de temps ont-ils eu accès à cette salle de classe en fait? Hélène, alors en fait, pour une classe, ils sont venus 8 journées complètes, mais des journées hebdomadaires, une fois par semaine, pendant 3 mois. Donc de février, mars, avril 2022
les enfants venaient tous les lundis, l'autre classe tous les jeudis et tous les vendredis, et voilà, ils passaient la journée entière, ce qui aussi décentrait tout le reste de leur semaine, parce qu'en fait, ça devenait voilà, un moment important de la semaine qui était un moment préparé en amont depuis l'école et un moment décanté après. Voilà. Donc, et voilà, Stéphanie était présente beaucoup, et on était tout le temps présents aussi avec eux, avec les enseignants. Donc c'était un investissement de temps important. Merci. Encore une question. Bonsoir. Alors donc j'ai été très interpellée par la présentation du travail avec les enfants dans le mouvement, l'agitation. Et je voulais d'abord demander, Stéphanie Marin, si vous avez éventuellement pensé aussi à Pina Bausch. Il y a une scène dans le Kontakthof, donc dernièrement, la présentation s'est terminée à l'Opéra le 1er janvier 2023. Et il y a cette mise en scène avec les chaises. Les chaises où les acteurs, donc les danseurs, sont sur place. Et tout est dans l'expression corporelle. Et donc, peut-être vous connaissez Pina Bausch, peut-être ça vous a interpellé ou pas du tout, mais je vais aller vers un autre sujet qui est en corrélation avec votre travail aussi, qui fait que les Chinois sont à l'extérieur tous les jours pour faire de la gymnastique. Je le fais moi-même avec une Chinoise, et il y a toujours des enfants, les tout petits, même 2 ans, même 1 an et demi, qui sont accrochés par notre exercice. Il y a un manège juste à côté. Et ce sont exactement un peu les mouvements que font les enfants, l'exercice des Chinois. Donc c'est extraordinaire de pouvoir faire travailler l'enfant naturellement dans un exercice parce que l'enfant a des agitations naturelles qui font qu'il a des mouvements de bras, il ne tient pas en place, et c'est exactement ça, c'est une répétition. Et aussi la respiration, bien sûr, qui est très important. Personnellement, je suis artiste photographe, je travaille aussi avec un recyclage où j'utilise des objets, par exemple des cartes de visite qui étaient mal imprimées, je les ai retravaillées, et avec des dessins travaillés avec la main gauche, où j'ai pu expérimenter avec des enfants dans un atelier de dessin, les parents et les enfants ensemble, les faire travailler avec la main gauche, où où les parents disaient « mais je ne sais pas dessiner ». Et les enfants se disaient aussi « moi je ne sais pas comment je pourrais dessiner avec la main gauche ». Et ils étaient tellement étonnés de voir le résultat. Donc il y a certaines méthodes qui peuvent aider beaucoup les enfants, mais bon, il faut les connaître et il faut expérimenter. Oui, je crois que c'est le cas du projet Hippoltopie. Peut-être une dernière question. Moi, je veux dire, par rapport à vos témoignages, que je trouve super intéressants, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler tout seul à former des propositions comme ça. On a besoin d'échanger avec les professionnels qui entourent les enfants tous les jours. Et ça, on a eu quelques échanges, mais pas assez. Hein. Et l'expérience va se continuer, puisque le dispositif existe. Et je vais faire, tu sais, un trimestre dans une vraie classe. Et j'espère encore augmenter la proposition par des échanges fertiles et puis des nouvelles tentatives, en fait. C'est en tâtonnant, je crois qu'on va arriver à des outils vraiment super. Une dernière question. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant, en effet, de vous écouter, de voir votre travail, Stéphanie Marin, et puis de vous écouter tous intervenir autour de ces questions-là. Et
ce que j'aimerais savoir aussi, parce que ici il y a beaucoup d'artistes, je pense, dans cette salle, et là c'est dans le cas où, dans le cadre d'un projet avec un musée, une commissaire va chercher une artiste, et dans le cas inverse où des artistes seraient en train d'expérimenter des nouvelles façons justement parce que ces sujets, je pense qu'on est quelques-uns à chercher dans ces domaines-là, et comment on peut rejoindre justement l'éducation nationale du coup. Est-ce que c'est ce nouveau dispositif ADAGE qui permet peut-être comment rejoindre justement la formation auprès, je dirais même des enseignants, faire des propositions. Quelle est la méthode? Comment on fait en fait? Parce que c'est pas très facile en fait, pour avoir déjà essayé plusieurs fois. Moi, je suis dans l'académie de Créteil, alors je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez complexe quand on n'est pas connu ou quand voilà. Comment on rejoint l'éducation nationale avec des propositions qui pourraient être intéressantes et pertinentes ou pas. Enfin, en tout cas, où est la jauge là? Où est le sac où on peut atterrir? Tout le monde me regarde sur le plateau en se disant à qui je vais pouvoir donner cette question. Ça dépend. En fait, c'est très compliqué. Hein. Je crois qu'il y a comment se faire connaître sans proposer, rencontrer. Alors, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font avec, je dirais au niveau local, avec des entreprises, on va dire, hein, surtout du numérique, hein, parce qu'elles sont très friandes. Bien sûr que l'éducation nationale... alors l'éducation nationale, ce sont les enseignants. Hein, mais ils ne s'occupent pas ni des écoles, ni des collèges, ni des lycées. Parce que ce sont les mairies pour les écoles, hein, les conseils départementaux ou les régions. Ce sont eux qui financent l'équipement, le mobilier, l'aménagement des classes et ce genre de choses. Alors ça, c'est un principe de fonctionnement. Donc pour équiper, je dirais, c'est avec les collectivités locales. Mais il n'y a pas, c'est ce qu'on a vu ces 20-30 dernières années avec surtout le matériel numérique, mais qui était vraiment symptomatique de l'équipement fourni par une collectivité locale à un établissement scolaire et une non-appropriation de cet outil par l'équipe pédagogique. Alors ça, on s'aperçoit que ça fonctionne pas forcément. C'est-à-dire, on peut très bien avoir des chaises à roulettes qui se retrouvent en mode frontal ou une chaise rebondissante de Stéphanie. Dessus, on va mettre une planche, hein, parce que comme ça, les élèves ils pourront être bien calés. Donc ça, si on ne travaille pas avec les équipes pédagogiques, ça ne fonctionne pas. Il faut bien comprendre tout l'objet. Voilà, c'est ça qui est compliqué, mais il faut arriver à convaincre, monter un projet local, se faire connaître, mais c'est toujours assez complexe de cette... moi, je passe beaucoup de temps à expliquer comment fonctionne l'éducation nationale. Hein. Il faut passer du temps. Hein. Il y a même maintenant des masters hein, qui sont vraiment au niveau universitaire. Hein, vous pouvez passer un master pour les futurs, je dirais, les employés des collectivités locales, pour comment monter des projets de l'éducation nationale, comment ça fonctionne, vous voyez, pour les collectivités locales. C'est absolument vrai. Et donc, il y a des professionnels qui vont pour expliquer, vous voyez, il y a un inspecteur d'académie, il y a un recteur, il y a l'inspection générale qui fait des recommandations, il y a... Ah oui, le service de formation qui fonctionne comme ça. Ah oui, mais là, c'est du premier degré, ça, c'est du second degré. Ah, ça, c'est du section maternelle. D'accord, très bien. Et il y a les disciplines, ok. Donc, vous voyez, vous avez des IPR. Et bien sûr, il faut avoir une mémoire à la hauteur de son smartphone pour arriver à connaître tous les acronymes de l'éducation nationale. Et nous sommes d'excellents créateurs. Nous. On n'a pas besoin de designers pour créer ça. Hein. On doit en avoir des cachets, alors, à l'éducation nationale pour créer des acronymes. On parlait de ça, du CLEMI. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je sais de ce qu'il fait, mais je ne me souviens jamais. En fait, il y a trop de lettres pour moi, je crois. Merci. Oui, on m'entend. On est obligé d'arrêter ce débat qui est passionnant. Merci à tous et on vous attend pour poursuivre les échanges autour d'un verre. Voilà. Merci beaucoup à tous.